Une campagne électorale qui démarre donc alors que s'amorce la 4e vague de la pandémie au Canada. On va maintenant analyser les enjeux de cette élection, mais d'abord de cette décision de lancer le pays en élection à ce moment-ci. Et pour ça, je retrouve avec beaucoup de plaisir nos politologues en résidence à CEPAC, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Alors bonsoir à vous deux, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver au terme d'un été, je dirais, interrompu abruptement. Alors bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Bon, bonsoir. Bonsoir, Daniel. D'abord, sur le moment de déclencher cette élection, Justin Trudeau dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, d'avoir leur mot à dire sur la façon dont le pays va se sortir de la pandémie. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette justification de M. Trudeau pour lancer le pays en élection? C'est une bonne justification dans le sens qu'on l'attendait pas, celle-là. On pensait qu'ils allaient nous dire, vous savez, l'opposition me met des bâtons dans les roues, je peux plus fonctionner, c'est rendu ingouvernable. Puis c'est un peu ça qu'on entendait ces derniers mois. Puis là, ils nous arrivent avec une nouvelle explication qui pourrait être séduisante, mais il va falloir faire attention pour les libéraux, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils écoutent les Canadiens. Alors, s'il dit, on veut vous entendre, puis on veut vous prononcier, je m'attends à ce que les libéraux aient des propositions intéressantes à présenter, puis une vision d'avenir, pas juste pour les prochains 18 mois, comme disait Justin Trudeau, mais peut-être pour les 18 prochaines années. Alors, il s'est un peu pris et commis, lui aussi, dans son discours. Et là, il va falloir qu'il livre la marchandise parce qu'il ne peut pas juste nous laisser sur notre faim comme ça. Alors, ça va prendre de la substance, puis moi, je m'attends à de la substance pendant les 6 prochaines semaines. Oui, parce que, Daniel, bon, tout le monde l'a dit, là, c'est un pari qui est risqué sur la 4e vague, si jamais elle prend de l'ampleur. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que c'est une décision qui pourrait, en cours de route, en cours de campagne, se retourner contre les libéraux? Oui, je pense que c'est une décision risquée en raison de la pandémie, mais aussi en raison du fait que les libéraux sont pas si en avance que ça dans les sondages et les conservateurs vont pas très bien, mais le NPD est assez fort en ce moment et ça pourrait brouiller les cartes. Donc, on peut s'attendre à des surprises durant la campagne, non seulement du côté de la pandémie, évidemment, mais aussi des thèmes qui pourraient émerger. Par exemple, au Québec, la question des armes à feu dont on parle davantage depuis quelques semaines. Et il y a l'actualité internationale aussi qui pourrait jouer un rôle, même si on parle pas beaucoup d'affaires étrangères durant nos campagnes électorales normalement. Ce qui se passe en Afghanistan, en Haïti, et il pourrait y avoir évidemment d'autres événements comme ça durant la campagne qui pourraient altérer le contenu des débats. Oui, parce que justement, la question de l'Afghanistan a pris quand même pas mal de place lors du point de presse de M. Trudeau aujourd'hui. Geneviève, sur les enjeux de la campagne électorale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la pandémie va prendre toute la place ou on va parler d'autres choses? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne pourra pas parler d'autre chose parce que le reste est lié à la pandémie. Puis d'ailleurs, on voit déjà un clivage entre les conservateurs et les autres partis. Les conservateurs veulent nous dire, l'après-pandémie, on veut revenir le plus rapidement à la normale, ce qu'on vivait avant que la pandémie soit déclenchée. Alors que les autres partis, les libéraux en tête, nous disent, nous, on veut réformer, transformer le Canada, le pays, le gouvernement, et donc proposer des nouveaux programmes. Alors tout ça est justifié sur la base de la pandémie. Ensuite, si on regarde les finances publiques, qui est un enjeu majeur de toute campagne électorale, ça aussi, c'est lié à la pandémie. Et tant qu'on est dans la pandémie, puis c'est là, je pense que les libéraux avaient une raison de lancer la campagne maintenant, c'est qu'on est encore en pandémie et ce sont les libéraux qui gèrent en ce moment cette pandémie-là et ils sont assez populaires. On aime leur gestion de la pandémie. Donc, on ne veut pas trop regarder en arrière ce qui s'est passé, on regarde plus l'avenir, mais comme on est encore dans la crise, je pense que les libéraux vont nous le rappeler assez fréquemment, puis nous dire, ben c'est nous qui avons pris les bonnes décisions, puis on va continuer à prendre des bonnes décisions on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Alors, à mon avis, la pandémie va toujours être en toile de fond dans tout ce qu'on va entendre durant cette campagne. Parce que, évidemment, en bout de ligne, le but de Justin Trudeau, là, c'est de regagner sa majorité qu'il avait perdue en 2019, notamment au Québec, où le Bloc québécois il avait ravi des sièges aux libéraux. Les libéraux avaient aussi perdu des sièges en Ontario, en Colombie-Britannique. Daniel, quelle est la position des partis sur la ligne de départ? Comment voyez-vous c'est difficile de prévoir, évidemment, la journée du déclenchement de l'élection, le résultat le 20 septembre, mais parlez-nous de la position des partis sur la ligne de départ. Oui, bon, les libéraux sont quand même en bonne position, mais pour ce qui est d'obtenir la majorité, donc des sièges, 170 ou plus,
C'est quand même un peu une chance sur deux selon les projections actuelles là, des différents sites web qui font ce genre de travail. Écoutez, c'est dans une relativement bonne position, mais tout peut se produire dans une campagne, même si elle est seulement de 36 jours, ce qui est très court, c'est le plus court qu'on peut faire. Les conservateurs, eux, sont en mode rattrapage, parce que là, en moyenne, là, sous la barre des 30% dans les sondages, c'est beaucoup moins que ce qu'ils ont obtenu en 2019. Faut pas l'oublier, en 2019, ils avaient reçu plus de votes que les libéraux. Mais là, ils sont quand même derrière les libéraux en matière d'intention de vote, ce qui est vraiment problématique, surtout que le vote conservateur est plus concentré sur le plan régional que le vote libéral en moyenne. Le NPD est dans une bonne position parce que Jack Meeting est très populaire et aussi les jeunes vraiment se rallient derrière le NPD. Donc, ce sont, je pense, il y a de l'espoir du côté du NPD d'améliorer le score, parce que la dernière fois, ils ont perdu 20 députés en 2019. Hein, donc, ça a été une expérience assez difficile. Pour ce qui est du Bloc au Québec, je pense qu'on essaie de conserver les sièges et peut-être même d'en remporter quelques-uns de plus, mais c'est pas gagné d'avance, même si François Blanchet, aujourd'hui, avait l'air très en confiance, vraiment de dire que le Bloc pourrait remporter plus de sièges que la dernière fois et peut-être avoir même plus de sièges que les libéraux au Québec. Oui. Geneviève, qu'est-ce que vous allez surveiller pendant cette campagne électorale? Quelles sont les régions clés, selon vous? Moi, je m'attends à ce que les libéraux essayent de regagner les sièges qu'ils avaient gagnés en 2015, mais qui ont perdu en 2019. Et ces sièges-là, il y en a une bonne partie qui sont dans l'Ouest canadien. Donc, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que l'Ouest canadien vote conservateur. Mais il y a peut-être des gains à faire pour les libéraux dans ces régions-là. Il y a peut-être des pertes à faire pour les conservateurs. Pas immenses, mais quelques-uns qui pourraient peut-être faire une différence entre une majorité et une minorité. Alors, ça vaut pour l'Ouest, ça vaut aussi pour l'Est. L'Atlantique, en 2015, c'était rouge. Je pense que les 28 sièges étaient 28 sièges libéraux. Ils en ont perdu en 2019. Alors, je pense qu'ils ont espoir d'aller chercher ces sièges-là. Donc, on va voir M. Trudeau se promener beaucoup d'un endroit d'est en ouest, d'est en ouest et de ouest en est, et essayer d'aller chercher ces votes-là. Pour moi, le gros point d'interrogation, c'est l'Ontario, parce qu'on sent vraiment que c'est le statu quo. On voit pas beaucoup de changements. Les libéraux ont déjà fait pas mal d'acquis dans la région de Toronto en 2019. Est-ce qu'ils vont pouvoir étendre ça? Ils vont peut-être même perdre des sièges à Toronto aux dépens des néo-démocrates. Alors, ça aussi, ça peut venir jouer puis un peu changer la dynamique de la campagne. Et je me demande quel va être le rôle de Doug Ford dans tout ça, qui avait été écarté de la campagne en 2019, mais qui a peut-être le goût en 2021 d'être un peu plus présent. Et lui aussi pourrait faire une différence dans la campagne. Donc, beaucoup de surprises dans cette campagne-là, beaucoup de points d'interrogation, mais une campagne féroce. On ne donnera rien à son adversaire, puis on va se battre pour chacun des comtés. Chacun des comtés va être important. Oui, Daniel, juste pour conclure là-dessus, sur ce que Geneviève vient de dire, vous pensez aussi que ça va être une bataille féroce? Vous vous attendez à quoi à cet égard? Oui, je pense que comme les libéraux, quand même, ont 155 sièges, ils en ont besoin seulement de 15 de plus, mais ils vont peut-être en perdre quelques-uns. Comme Geneviève l'a expliqué, je pense qu'ils ont des chances vraiment en Alberta, à Calgary, à Edmonton. Peut-être ils visent peut-être 4 sièges au total en Alberta, parce que Jason Kenney est très impopulaire. Donc, je pense qu'il faut garder la carte électorale provinciale, ou ce qui se passe au niveau provincial. En Alberta, l'impopularité de Jason Kenney, ça aide les libéraux. On peut dire au Manitoba, sans doute aussi, l'impopularité des conservateurs au niveau provincial pourrait aider les libéraux. Ouais. Au Québec, c'est une situation très différente parce qu'on a vraiment un premier ministre provincial très populaire, François Legault. Et la question au Québec, c'est de savoir est-ce que François Legault va faire des déclarations qui pourraient nuire à Justin Trudeau, comme il le fait en 2019, ou est-ce qu'il va rester en retrait, surtout que les libéraux ont dépensé beaucoup d'argent au Québec récemment et qu'il semble que la relation entre Trudeau et Legault soit on verra là-dessus, mais je dois terminer, Geneviève, juste une question, parce qu'on a vu aujourd'hui que M. Trudeau a refusé de dire s'il démissionnerait, s'il n'y a pas sa majorité le 20 septembre. En quelques secondes, je sais que c'est difficile, là, mais quel avenir pour Justin Trudeau s'il ne gagne pas son pari de décrocher sa majorité au terme de cette élection?
L'histoire récente nous montre qu'un chef de parti qui livre pas la marchandise, donc qui ne fait pas mieux que l'élection précédente, va quitter son poste. C'est probablement ce qui attend. Alors, le futur de Justin Trudeau est en jeu. Est-ce que le futur des autres chefs de parti l'est? Peut-être Jack Meeting, ça se pourrait. Peut-être même Erin O'Toole, ça dépend de sa performance. Mais de nos jours, maintenant, une élection au Canada, c'est très risqué pour les chefs de parti. Donc, oui, son avenir est en jeu. Geneviève et Daniel, on aura le plaisir, ou j'aurai du moins le plaisir de vous parler à tous les lundis de cette campagne électorale. Merci d'être avec nous et on se retrouve demain. Merci. 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 Au revoir.